On a reçu les ordres. Laisse-moi deviner. On doit attaquer. Ouais. Ils savent dans quel état on est. Oui, mais pour une fois, ils demandent juste qu'on les perturbe. Ils apprennent vite. Ouais, reste à savoir si nous, on tiendra le temps qu'ils deviennent compétents. Bienvenue dans ce 6e épisode d'une série de 8 sur le front occidental durant la Première Guerre mondiale dans l'année 1914. On commence à se rapprocher de l'épilogue ici. Comme à chaque fois, avoir visionné les vidéos précédentes peut aider à comprendre. Nous allons prendre la suite des batailles de Charleroi et de Mons pour parler des batailles du Cateau le 26 août et de Guise le 29. L'occasion pour nous de faire un premier point sur le choc produit par ce mois de guerre, ainsi que de parler un peu des adaptations face à ces nouvelles réalités du combat, notamment du côté français. On pourra ainsi voir une partie des raisons des échecs français et des réussites allemandes. Car je vous le rappelle ici, après Mons et Charleroi le 23 août, tout le monde recule face à la poussée allemande. Que ce soit en Alsace-Lorraine, comme nous l'avons déjà vu avec les 1ère et 2e armées, dans les Ardennes avec les 3e et 4e, ou pour ce qui nous intéresse en Belgique avec la 5e armée et les Britanniques de la BEF, la ligne recule. Pour la 5e armée, le danger immédiat vient de la menace sur sa droite de la 3e armée allemande. Tout en se repliant et en faisant face à la 2e armée, elle doit impérativement tenir la Meuse jusqu'à refaire une jonction avec la 4e armée. La BEF, quant à elle, doit surtout éviter d'être débordée sur sa gauche par la 1re armée allemande, tout en gardant au mieux le contact avec les Français. La tentation de se réfugier dans la forteresse de Maubeuge est grande, mais finalement, la ligne tente un repli. Ce dernier va être particulièrement technique, difficile et harassant. Sous la menace, poursuivie et avec la nécessité de garder le contact, chaque corps d'armée avance quotidiennement à entre 15 et 20 km. Ajoutez à ça la masse de civils fuyant les Allemands et qui perturbe grandement le déplacement des troupes sur les routes. Le moral est bas, le désordre est grand, mais dans l'ensemble, le mouvement est assez bien exécuté pour éviter une déroute. Du 23 au 25 août, la BEF recule lentement, et c'est la 5e armée qui est le plus en danger, étendant son front pour relier la Meuse, Chimay et Maubeuge, d'où la BEF prend le relais. Notez que le corps de cavalerie de Sordet a été envoyé couvrir la gauche de la BEF. Les Allemands poursuivent évidemment, mais on notera que la 1re armée, mal renseignée, croit que la BEF se replie sur Maubeuge. Elle infléchit donc sa course vers le sud-est pour l'encercler. Ce mouvement est symptomatique de la très grande difficulté de se renseigner sur les positions et mouvements adverses. En fait, la majorité des éclairages se fait à cheval, avec des erreurs d'interprétation et surtout une temporalité très lente par rapport au reste. S'arrêter pour faire une reconnaissance digne de ce nom, c'est perdre au moins une demi-journée. Et encore après, il faut que l'info circule, puis il y a la prise de décision et puis la redescente des ordres. Ça prend pas mal de temps, et encore plus pour les Allemands qui, de par leur avancée, s'éloignent de plus en plus de leur réseau de téléphone ou de télégraphe. Ce qui fait que cette phase de repli est également une phase pleine d'erreurs de la part des Allemands, ces derniers préférant pousser leur avantage le plus vite possible et à fond, quitte à ce qu'il y ait un certain nombre d'imprécisions dans leur évaluation de la situation. Bref, je ne m'étends pas plus sur ces enjeux, on a bien assez à faire, mais c'est une autre des difficultés de ce début de conflit. Reconnaissance, communication, contrôle et commandement font partie d'un tout difficile à agencer, et les Allemands le payent en manquant un certain nombre d'occasions. Toujours est-il que le 26, la 5e armée est dans une posture plus rassurante, puisqu'elle refait la liaison avec la 4e à Rocroi. En revanche, la BEF s'est scindée en deux pour contourner la forêt de Mormal. Le premier corps par l'est, le second par l'ouest. Résultat, le 26, le second corps de la BEF est isolé autour du Cateau et doit mener une opération de retardement contre la 1re armée allemande qui s'est réorientée en découvrant Maubeuge sans BEF. La ville est assiégée, mais la 1re armée ne sait pas où est son vis-à-vis britannique, et c'est sa droite qui tombe dessus au Cateau, soutenue par le corps de cavalerie de l'extrême droite allemande. Bon, du coup, la bataille est encore une bataille de rencontre.
À moitié, les Britanniques s'attendaient à se faire tomber dessus, mais les Allemands sont surpris. Bon, pour le déroulement de la bataille, je pense que vous commencez à connaître la musique. De sa droite à sa gauche, le deuxième corps de la BEF tient en arrière du Cateau, jusqu'à Inchy avec la 5e division. Puis la 3e d'Inchy à Caudry, et enfin la 4e division qui couvre la gauche jusqu'à Aisne. Notez que, pour pouvoir plus employer leur artillerie par rapport à Mons, les Britanniques placent leur artillerie très près, entre 300 et 500 mètres de leur infanterie. Ils n'ont pas vraiment eu le temps de renforcer leur position. Notez que dans cette bataille, tout le monde est crevé. Les Britanniques, éprouvés par leur retraite et par la pression de la poursuite, mais les Allemands aussi, qui doivent quand même faire une marche forcée et sont toujours sous la menace d'une possibilité de combat. La ligne britannique est attaquée sur toute sa longueur dès le matin, à droite par le 3e corps, au centre par le 4e et à gauche par le corps de cavalerie, qui a démonté. L'artillerie britannique fait mal à l'avancée allemande, mais, étant à découvert et proche de l'infanterie, elle est également rapidement mise à mal, rendant son soutien moins efficace par la suite. Jusqu'à midi, la BEF tient bon, mais la supériorité allemande sur leur droite et l'arrivée de réserves sur leur gauche menacent les deux ailes. Le dispositif britannique se contracte donc petit à petit jusqu'à la ligne Ligny-Bertry-Onchy. Un repli est lancé, s'appuyant notamment sur une résistance à tout prix de la droite britannique qui subit une dernière attaque à 19 h. Mais à la fin de la journée, le deuxième corps s'est extrait de sa position et les Allemands ne poursuivent pas. Au sortir de cette bataille, les Britanniques sont très clairement battus. Ils ont perdu le terrain et accusent des pertes importantes, entre 5 et 8 000 contre 3 000 pour les Allemands. Enfin, le problème de leur artillerie trop avancée a tout de même mené à la perte d'entre 30 et 40 canons. Et ça se ressent pas mal dans la différence de pertes dans les régiments d'infanterie, entre ceux qui se sont trop avancés, accusant jusqu'à 35% de pertes, et les autres. Et il est également à noter que le corps de cavalerie de Sordet a aidé sur la gauche britannique. J'ai du mal à déterminer son rôle. Il n'est certainement pas intervenu dans la bataille en elle-même, mais il a sûrement aidé à couvrir une possibilité de débordement par l'ouest, pendant la retraite tout du moins. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, il faut tout de même analyser que la réussite tactique des Allemands reste un double échec stratégique qu'ils interprètent mal. Premier échec en amont de la bataille, en réalité au Cateau ils sont en infériorité numérique du fait de leur mauvais mouvement vers Maubeuge. Normalement ils auraient dû arriver plus par l'ouest, ce qui aurait empêché un repli du deuxième corps. Second échec suite à la bataille, le chef de la première armée von Kluck pense avoir ici vaincu toute la BEF. Et ils interprètent mal le repli du deuxième corps qui part vers le sud-ouest et non le sud-est comme ils en ont l'impression. Conséquence, ils n'insistent pas, ce qui permet au deuxième corps de se mettre définitivement hors de portée dès le lendemain. Ce qui nous permet de reprendre le cours de la campagne pour aller vers la bataille de Guise. La BEF, trop sonnée, cherche à se replier et à se rallier pour se reconstituer. La 5e armée, quant à elle, maintient désormais le contact avec la 4e, mais voit son flanc gauche potentiellement exposé par le repli de la BEF. Le 28 août, elle tient l'Oise autour de Guise et doit se préparer à mener une offensive sur la gauche de la première armée allemande vers Saint-Quentin. Alors, l'ordre de tenter ce mouvement date du 27, mais bon. Lorzac, le chef de la 5e armée, temporise pour se donner le temps de se préparer et laisser un peu d'air à ses troupes déjà éprouvées. L'intention vient du GQG, le grand quartier général, donc de Joffre. C'est une manœuvre stratégique dont le seul but est de gagner un peu de temps et de désorganiser la droite allemande. Certes, du point de vue de la 5e armée, l'effort demandé est immense, et ils sont dans une situation assez fragile. Mais le GQG n'est pas resté inactif depuis Charleroi et les Ardennes. Il a désormais une bonne compréhension des forces dans l'aile droite allemande, et il se donne désormais deux objectifs. Tout d'abord, éviter à tout prix un débordement par l'ouest, et protéger Paris. Et pour cela, la 6e armée est créée le 28 août autour d'Amiens. Elle se base sur deux corps d'armée rapportés de l'Est, le corps de cavalerie de Sordet plus de la réserve. Elle devient la gauche française et sa mission est de couvrir Paris. Ensuite, renforcer le centre entre la 5e et la 4e armée et préparer une véritable bataille d'arrêt pour stabiliser, voire retourner le front. Ce qui est fait par la suite par le détachement d'armée Foch qui deviendra la 9e armée. Mais tout cela demande du temps et de la préparation. Si l'armée française peut profiter de nombreuses lignes de chemin de fer transversales pour transporter des renforts sur les points chauds, ça reste délicat. On prélève des troupes essentiellement de la 1e, de la 2e et un petit peu de la 3e armée, qui ont l'air de bien tenir leur ligne.
Maintenant, il faut du temps pour renforcer ce centre et couvrir Paris. C'est tout le sens de cette opération demandée à la 5e armée. Frapper la gauche de la première armée allemande, tout en stoppant la 2e sur l'Oise, pour ralentir cette aile droite enveloppante et permettre à la 6e armée de se mettre en place, ainsi qu'à la jonction entre la 5e et la 4e armée d'être renforcée. La 5e armée est donc réorientée pour ses opérations au 29 août selon son double objectif. Attaquer à l'ouest vers Saint-Quentin, tâche dévolue au 18e et 3e corps, et tenir l'Oise vers le nord avec le 10e corps. Le 1er corps est gardé en réserve pour s'adapter. Il est demandé à la BEF, alors positionnée vers Lafayette et Saint-Gobain, de soutenir l'attaque vers Saint-Quentin. La position de la 5e armée est véritablement précaire. Elle est exposée sur sa droite, mais la 3e armée semble simplement suivre son chemin, notamment du fait d'une bonne résistance de la 4e armée française, ce qui s'avérera être une chance durant la bataille de Guise. Mais il reste qu'elle doit faire face à 2 armées, au nord et au nord-ouest, qu'elle ne sait pas exactement où elles sont, que la BEF ne montre pas vraiment une volonté de venir aider, et que ses troupes sont bien fatiguées. Alors, de fait, la BEF ne va pas aider, son commandant faisant clairement comprendre qu'il attendait une victoire française avant de plus risquer la vie de ses hommes. De quoi encore améliorer la relation entre French et Lanzac. Mais la bataille commence bien plus tôt que prévu. Dès le 28 au soir, des avant-gardes allemandes ont bousculé les troupes françaises dans Guise, et le 29, dans le brouillard matinal, la manœuvre de réorientation de la 5e armée amène le 10e corps d'armée face à une partie de la garde et du 10e corps allemand qui a déjà traversé l'Oise. L'attaque sur Saint-Quentin, qui se révèle faire face à la gauche de la 2e armée plutôt qu'à la droite de la 1re, est compromise. Le 3e corps se réoriente donc vers le nord, visant le bras de l'Oise à l'est de Guise, tandis que le 18e doit maintenir le contact tout en attaquant depuis Ribemont. Bon, comment dire, c'est une bataille de rencontre ? Exactement. Enfin, pas vraiment, mais bon. On voit bien à quel point la situation est loin des plans initiaux. Et chacun des corps, finalement, avance en fonction de ce qu'il arrive à percevoir de la situation. Situation qui devient de plus en plus confuse, forcément. Mais à la bataille de Guise, on a les premiers signes de, disons, une adaptation. Le 10e corps recule, mais l'information est vite remontée et la décision est prise. Il faut stabiliser la ligne au nord. Le 3e corps se dirige vers Guise par l'ouest, tandis que le 1er arrive immédiatement en renfort pour appuyer la ligne Guise et Tréhaut-Pont. Si la gauche mène une attaque légère pour fixer l'adversaire, l'assaut des troupes françaises pour reprendre les positions au nord est une première en termes d'organisation. Fort d'une position en amont de l'Oise que les Allemands sont en train de traverser, l'artillerie française se stabilise et commence un feu de préparation efficace. Bon, il y a un certain nombre de ratés également, notamment des tirs amis. Reste que le 1er corps parvient à effectuer une manœuvre où il stabilise la ligne ainsi que le 10e corps en phase de repli. Et surtout, l'artillerie est utilisée en amont des assauts et plus seulement en soutien. Résultat, l'assaut allemand est coupé dans son élan, les troupes désorganisées et les Français peuvent mener une attaque efficace. Toute la ligne allemande recule, perdant une majorité du terrain. Même des réservistes, grâce à la préparation puis au soutien d'une artillerie qui reste en position dominante, parviennent à repousser les troupes d'élite de la garde. La gauche, en revanche, doit reculer face au surnombre grandissant créé par l'arrivée du 7e corps et du 10e de réserve. Il évite ainsi d'être débordé. À la fin de la journée, les Allemands se replient et les Français ont clairement tenu leur position. Par contre, ils ont isolé. Le lien avec la BEF à gauche est rompu, tout comme celui à droite avec la 4e armée. Aussi, l'objectif de gagner une journée étant rempli, l'armée se replie. Désormais, elle doit rejoindre la position prévue par le GQG dans la perspective d'une contre-offensive. Du côté des Allemands, on est plutôt satisfait. L'ennemi se replie malgré la tenue du terrain, la 2e armée a à peu près encerclé ses positions, bref, c'est vu comme une victoire. Aussi, la 2e armée considère qu'il faut poursuivre un ennemi au bord de la rupture. Mais on va pas se le cacher, la bataille de Guise, qu'ils nomment eux la bataille de Saint-Quentin, a laissé des traces. Aussi, von Bülow, chef de la 2e armée, demande à von Kluck, chef de la 1re, de bien vouloir infléchir sa trajectoire vers le sud-est pour s'assurer un encerclement des troupes françaises. Von Kluck accepte, également du fait que, par le ralentissement réel créé par la bataille, le contact entre la 1re et la 2e armée est plus fragile. Il ne se rend pas compte de l'apparition de la 6e armée, ni de la trajectoire sud-ouest de la BEF qu'il croit vaincue. Il poursuit donc la 5e armée qu'il croit former l'aile droite du dispositif français. Paris n'est donc plus un objectif,
les Allemands pensant se diriger vers une destruction totale des forces françaises. Ce mouvement est une erreur stratégique essentielle pour comprendre la suite. L'aile droite allemande présente désormais sa droite à des forces françaises. Mais on l'analysera dans la prochaine vidéo. La bataille de Guise n'est pas pour autant vécue comme une victoire française sur le moment. Alors qu'elle l'est, mais seulement du fait de la suite des événements. Les pertes sont difficiles à évaluer, mais sûrement équivalentes des deux côtés, entre 5 et 10 000. Du point de vue des fantassins sur le terrain, c'est un énième assaut infructueux. Mais il a fait gagner le temps nécessaire à Joffre pour mettre en place son plan de contre-attaque qu'il met à jour en continu depuis le 25 août. Et en plus, bonus substantiel, il infléchit la course de la première armée, levant la menace qui planait sur Paris. En effet, le 25 août, le GQG prévoit d'arrêter les Allemands sur la Somme, en tenant la ligne Amiens-Laon-Verdun. Mais la défaite du Cateau avait rendu claire l'impossibilité de ce plan, d'autant plus que les 3e et 4e armées reculent. Décision est prise avant la bataille de Guise, et renforcée par le temps qui y est gagné, de préparer une attaque sur la Marne, dont l'intention se précisera début septembre. Verdun devient le pivot de la ligne française. La droite étant sauvée par la bataille de la Trouée de Charmes, puis du Grand Couronné, et Verdun tenant bon, l'épilogue de cette grande retraite arrive, ce sera la bataille de la Marne, sujet évident du prochain épisode. Mais nous n'en avons pas terminé puisqu'il nous reste à en tirer quelque chose. Et aujourd'hui, je vous propose d'explorer comment chaque armée a dépassé le choc de ce premier mois de conflit. Je me concentrerai sur les Français qui, à mon sens, sont le cas le plus intéressant. Alors déjà, je pense qu'après 6 vidéos, nous pouvons acter que ce début de conflit est choquant à tous les niveaux. Pour le soldat que rien ne pouvait préparer, pour les officiers mal formés, pour les doctrines des différentes armes peu adaptées, ou même pour les généraux qui ont du mal à saisir la situation. On a compris le changement d'échelle d'à peu près tout. Nombre d'hommes, masse de matériel employé, puissance de destruction, taille des espaces de combat, impossibilité de renseignement ou de bonne tenue du commandement. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y avait rien de prêt, ou que les adaptations n'ont pas eu lieu. Au contraire, chaque armée trouve les ressources pour ne pas s'effondrer, et même pour s'adapter. Pour les Allemands, c'est un peu plus simple. Ils gagnent, donc le choc, la quantité de pertes ou la difficulté de l'expérience vécue est, pour ainsi dire, justifiée à leurs yeux. En même temps, ils ont une doctrine un peu meilleure, notamment pour l'artillerie. Ils ont un vrai surnombre là où ils cherchaient à l'avoir, et ils ménagent leurs efforts là où ils n'ont pas d'objectif. Remarque un peu à nuancer, puisqu'ils communiquent mal et prennent un peu la confiance, comme on l'a vu avec la Trouée de Charmes. Oui, leur supériorité n'est qu'apparente. En réalité, ils prennent très leur aussi, sont tout autant exténués. Bref, c'est surtout la victoire qui leur permet de tenir. Pour les Britanniques, on ne va pas s'étendre. Leur bilan est mitigé, mais dans les faits, ils se sont extirpés par 2 fois d'une mauvaise situation et ont réussi à maintenir leur cohérence, certainement du fait d'un bon professionnalisme. Qui n'empêche pas les mêmes problèmes d'utilisation de l'artillerie, de bonne compréhension de la situation, etc. Et je ne vous parle pas des difficultés de coordination et de bonne entente avec l'allié français, c'est pas vraiment le sujet ici. Mais alors, l'armée française dans tout ça? Si nous nous concentrons sur eux ici, c'est parce qu'il y a pas mal de choses qui se jouent, et on en avait saisi les prémices dans la vidéo sur les évolutions intellectuelles de 1870 à 1914. Bon, oui, au début rien ne va. Le plan 17 s'effondre en à peine une semaine de combat, et encore je suis gentil. Les attaques d'infanterie sont très mal menées. La coordination avec l'artillerie est quasi inexistante. Les armées se replient partout. L'encadrement se révèle clairement insuffisant. Bref, ça ne va pas du tout. Les pertes et les défaites s'enchaînent pour une armée qui découvre le feu et qui semble inférieure à tous les niveaux. Et de fait, les batailles sont perdues en même temps partout. Sarrebourg, Morhange, les Ardennes, Charleroi, ça dénote une faiblesse structurelle. Mais ce n'est pas parce que rien ne va qu'il n'y a pas les ingrédients pour que l'armée devienne finalement fonctionnelle. Et ce premier mois de combat est particulièrement intéressant de ce point de vue. En acceptant de faire les constats qui s'imposent, en écoutant les improvisations de la troupe et en cherchant à mieux appliquer une doctrine définie au préalable, l'armée française change complètement de visage. Quand les Britanniques, donc une petite armée qui ne peut évoluer rapidement et doit surtout monter en puissance, ceux qui se retrouvent entre Mons et Le Cateau. Les Français ont plus de 4 millions d'hommes et plusieurs générations d'officiers, de quoi faire circuler les idées et profiter des expériences. Ce qui peut expliquer les prémices de changement de comportement que l'on perçoit à la bataille de Guise, et qui iront en s'améliorant par la suite. Alors qu'ont-ils fait? On va se concentrer sur 3 points. Le renouvellement de la classe des officiers,
la montée en puissance de l'artillerie et enfin l'adaptation de l'infanterie. Bon, déjà les officiers. Les défaites de la mi-août ont montré qu'une bonne partie des généraux étaient en fait incompétents. Complètement incompétents. Trop vieux, encore pétris de manœuvres à l'ancienne, ils font à peu près n'importe quoi. Joffre, avec le GQG, va donc lancer une vague de limogeage, c'est-à-dire qu'il envoie ses généraux à Limoges pour pouvoir les remplacer. 162 commandants de brigade, 71 de division, 24 de corps d'armée et 3 d'armée sont frappés. C'est plus de 40% des commandants des grandes unités. C'est un gros paquet. Ces limogeages permettent de faire monter des officiers plus jeunes et qui ont montré leurs compétences au début du conflit. Car oui, en réalité, les officiers plus jeunes, plus au fait des nouvelles technologies et doctrines et souvent passés par l'école spéciale de guerre, ont obtenu de meilleurs résultats avec des manœuvres mieux exécutées. Alors évidemment, tout cela ne se fait pas sans heurts, et on pourrait accuser le GQG de cacher ses propres erreurs par ce procédé. Ce qui n'est pas totalement faux, ces limogeages vont faire des victimes collatérales, et le GQG a fait un certain nombre d'erreurs, mais dans l'ensemble, les généraux limogés l'ont bien mérité. Ils étaient mauvais. Cette tournante ne se fait pas d'un coup, tout n'est pas fait en août 1914. Mais à la fin de l'année, le haut commandement est renouvelé et plus capable d'appliquer des doctrines qui avaient déjà été définies et qui s'avèrent en réalité plutôt adaptées. Comme je vous l'ai déjà dit, en réalité, les règlements fonctionnels sont déjà là. Ils sont surtout mal appliqués. Ce qui nous permet de passer à l'artillerie. En effet, cette dernière n'a pas de bons résultats. Elle est souvent mal employée et subit la supériorité de portée de l'artillerie lourde de contre-batterie allemande. Mais on le voit à Guise, quand cette artillerie est bien employée, en soutien de l'infanterie, et on comprend assez vite en août qu'elle doit aussi préparer les assauts avant, elle obtient des résultats. Encore une fois, tous les ingrédients étaient là. L'artillerie subissant peu de pertes. Les artilleurs français, très bien formés en école, peuvent amasser de l'expérience et la garder. Ils sont également au fait des innovations techniques et commencent même à improviser des tirs en cloche, même si le matériel n'est pas très adapté. Les canons lourds des forteresses sont même récupérés pour avoir de quoi, bon an mal an, s'opposer à l'artillerie lourde allemande. Bref, on explore et improvise des solutions, ce qui fait que l'artillerie française sera bien plus opérationnelle dès septembre, ce qui va de pair avec une véritable montée en puissance de l'infanterie. Cette dernière est clairement l'arme qui encaisse le plus de dégâts, mais c'est aussi celle qui a le plus d'occasions d'apprendre. Rien qu'en observant les Allemands, déjà, mais pas seulement. En fait, ça a l'air d'être une évolution plutôt instinctive, qui dépasse notamment le mythe de la baïonnette. Du moins sur le terrain. Et qui accepte de plus en plus le réflexe de chercher une couverture, de renforcer une position acquise et d'attendre l'artillerie avant toute action offensive. Évidemment, ce n'est pas parfait et la quantité de pertes crée des difficultés dans la transmission de l'expérience. Mais dans les faits, ça se fluidifie. Le lien avec l'artillerie est également facilité à travers des découvertes de terrain. À force d'emploi, on trouve la solution sur le terrain et les officiers le font remonter, ce qui permet une évolution rapide des différents règlements. En bref, l'armée française se transforme complètement, mais cela ne vient pas de nulle part. Si ces échecs ont des causes profondes, la rapidité de ces adaptations aussi. Nous pourrions également parler de la compétence globale de l'état-major qu'est le GQG, qui montre par exemple une bonne compréhension des enjeux de géographie que nous avons déjà abordés. Mais je ne vais pas m'étendre sur ça, le concept d'état-major n'ayant pas encore été formalisé sur cette chaîne. Enfin, l'amélioration de la communication entre les grands corps, l'emploi des lignes ferroviaires de manière transversale à échelle stratégique, ou encore la découverte de l'aviation pour mieux se renseigner sur les mouvements adverses. Et je vous parle même pas de la cavalerie, presque complètement dépassée, il y a vraiment beaucoup de choses à explorer. Comment ça, j'ai l'air fatigué? Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.